Cette semaine, dans le balado, on affronte une entité démoniaque, on part dans une odyssée indescriptible et on termine enfin une longue partie de jeu de rôle. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Allô! Alors, sortie d'un film québécois qu'on attendait depuis un bon moment. Ouais, ben là, surtout que nous, ça fait 1 an qu'on navigue projet, avec, ouais. c'est ça, avec l'équipe dans divers événements promotionnels. Donc, un film qui fait jaser beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui est un peu normal parce que c'est de là qu'est parti un peu le phénomène. Alors, on va pouvoir revenir sur Faradar, le nouveau film d'Ari Aster également, nouveau réalisateur qui a, je pense, ses followers, comme on dit. Ouais. Ben là, je sais plus si on dit encore nouveau, rendu au 3e film. Quand même. Fait partie de cette la nouvelle vague. Garde, nouvelle vague. Donc, avant de partir de parler plutôt des nouveautés de la semaine, un petit tour d'horizon d'actualité. Pour ma part, c'est une des rares fois, mais j'ai rien souligné de si majeur. Fait que je te laisse aller si toi, tu avais une petite nouvelle. Écoute, il a fallu que je prenne des jumelles très puissantes pour voir à l'horizon des nouvelles. Un prochain volet du Monsterverse, Godzilla X King Kong, donc fois King Kong, multiplié par King Kong, je le sais pas. Ou contre King Kong, je Godzilla pense. X, non, mais c'est parce que le précédent, c'était Godzilla versus Kong. OK, fait que là, c'est X. Et à la fin, ils s'étaient unis pour vaincre Mecha Godzilla. Oui. Puis là, c'est comme Godzilla X King Kong The New Empire ou New Empire, qui va sortir en mars 2024, donc dans 1 an à peu près, dans 11 mois. Mais c'est surtout que je pensais que c'était mort. Je pensais qu'avec Godzilla versus Kong, malheureusement aussi, on sortait d'une autre période de pandémie pas très bonne. Le film avait fait quelques millions de dollars sans plus, puis c'était ramassé. Ils les ouvraient même en même temps sur HBO Max, puis tout. Là, fait que c'était toute cette période-là. La période aussi... Christopher Nolan qui aimait pas tout le traitement que Warner faisait à ses films. Mais bref, on a continué à donner l'aval pour le suivant qui est encore réalisé par Adam Wingard. Fait que c'est assez niché, là. C'est quand même des films de kaiju et de gros monstres géants, mais moi je trouve ça le fun au cinéma. Je suis toujours un peu déçu parce qu'il y a toujours beaucoup d'imperfections dans ces films-là, mais je trouve ça excitant visuellement, c'était vraiment impressionnant. Et les scènes de combat étaient vraiment bien réussies, je trouve, entre Godzilla et King Kong. Ouais. Moi, oui, effectivement. Mais dans le scénario, il y avait comme trop de personnages, puis tout était complètement débile, puis plein de raccourcis, puis des personnages qu'on amène juste pour présenter un petit quelque chose, puis qui meurt après. Fait qu'il y avait beaucoup trop de perte de temps là-dedans, mais bon, est-ce que le prochain puis on semble dire qu'on va en apprendre plus sur le passé de ces titans-là, puis le fameux Skull Island et tout. Ouais, puis l'espèce de monde sous la terre, là. Il y avait ça dans le dernier aussi. Là, je sais pas, l'espèce d'Underworld. Le méchant, c'est pas très clair, ça semble être une espèce de peut-être orang-outan géant ou quelque chose de même. C'était un title reveal, dans le fond, que c'est pas Lionsgate, j'ai oublié le studio qui produit ces films. C'était Legendary. Oui, exactement. Legendary, c'est ça, merci. Fait que voilà pour ça, soyez patients. Il continue à avoir des nouvelles de Cannes, puisque ça commence dans 1 mois. On a appris que le film de clôture, donc hors compétition, là, ça serait élémentaire de Pixar. Fait que ça va nous permettre d'avoir des réactions à peu près 1 mois, 2 mois avant la sortie, ouais. Un mois avant la sortie. Ouais, ça va jouer genre le 21 mai, puis ça finit le... Ça sort le 21 juin, une affaire de même. Ça, en tout cas, à peu près 3 semaines, 4 semaines. Mais on a annoncé que Charlotte Lebon va être membre du jury du court-métrage à Cannes. Et, bravo. Mais elle n'est pas chef, là, juste membre... Pas la présidente. Oui, c'est ça, pas présidente. C'est coquin parce que l'an dernier, Monia Chokri était la présidente du jury court-métrage, alors que Charlotte Lebon présentait Falcon Lake, qui mettait en vedette Monia Chokri, entre autres, dans un petit rôle. Et là, cette année, c'est Monia Chokri qui retourne pour présenter Simple comme Sylvain, mais toutes dans des catégories différentes, alors que c'est Charlotte Lebon. Mais je pense pas que Charlotte soit dans Simple comme Sylvain, par contre, mais c'est juste coquin. Donc, doublé pour Disney quand même. Donc, ils ont le film d'ouverture et de fermeture c'est vrai, à Cannes. avec Indiana Jones. Ouais. Et ces 2 films qui, c'est ça, prennent l'affiche à 1 semaine d'intervalle. Je pense. Là, c'est ça, 23 juin, 30 juin, ça doit être ça. Ouais.
Donc, à suivre. Ou peut-être qu'Élémentaire, c'est le 16 juin. C'est peut-être ça, l'autre semaine d'avant. Bref, on s'en reparlera rendu là. C'est tout. Moi, je n'ai pas noté d'autres. C'est toi qui, d'habitude, as les annonces de casting et d'affaires comme ça. J'ai trouvé que c'était une semaine assez tranquillos. Il n'y a pas rien qui sortait de. Ça n'était une grosse la semaine dernière. Voilà. Par contre, au Québec, on a la bande-annonce Les Hommes de ma mère de Annick Jean, qui a été dévoilée. C'est quand même surprenant. Ça sort le 6 octobre. Puis déjà, on a une bande-annonce, alors que souvent au Québec. Il tarde. Oui, il tarde. On dirait que dans la manière que le financement fonctionne et tout, puis la mise en marché, on a des bandes annonces 1 mois et demi avant la sortie, là, un bon 6 mois quasiment. C'est inspiré de l'histoire de la scénariste Maryse Latendresse. Je pense que c'est inspiré de sa mère ou quelque chose comme ça. Elle l'avait présenté à Ciné-Québec, mais quand le film sortira en octobre, on aura plus d'informations avec des dossiers de presse, des entrevues, etc. Là, mais je me fie à ma mémoire d'il y a 2 mois pour l'instant. Fait que c'est une jeune femme jouée par Léane Labrèche d'Or, que sa mère décède, puis sur son testament, elle lui demande d'aller rencontrer tous les beaux-pères qu'elle a eus, là, donc tous les conjoints, ses ex. Puis on voit qu'elle essaie de former sa figure paternelle au travers de ça, et incluant son père biologique. Duquel peut-être qu'elle se rend compte que c'est pas de lui qui est le plus proche. Fait que au casting, il y a Jean-Simon Leduc, qui je pense est le copain de Léane Labrèche d'Or dans des personnages là-dedans, qui ont l'air justement avoir une relation un peu noueuse. Fait qu'elle a des choses à régler. Puis c'est les ex de sa mère sont Marc Messier, Colm Feore, Benoît Gouin et Patrick Huard, qui serait son père biologique. Quand même un gros casting. Ouais, je pense que c'est solide. Première réalisation. Annick Jean, premier film. Elle a fait des vidéoclips. Je sais pas si elle a fait de la télé. Je pense pas de mémoire. Elle a peut-être fait un court-métrage, là, mais c'est assez loin. Mais écoute, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que le ton est assez intéressant. La prémisse aussi est assez originale. Puis écoute, ça a l'air solide quand même. Léane Labrèche d'Or a l'air très, très bonne. Avoir de bonnes scènes. Écoute, puis tu l'as dit, la brochette de comédien. C'est quand même gros casting. Moi, j'ai hâte de voir, honnêtement. Voilà. Je pense que ça va être une belle surprise. Oui, absolument. Avais-tu noté une autre bande-annonce? Oui, moi, j'ai celle pour les amateurs de films d'horreur, d'Insidious The Red Door, qui, je pense, est peut-être le 6e film. J'ai pas noté. C'est le 5e. 5e de la série. Donc, ça fait, je pense, déjà 10 ans, peut-être le dernier. Là. C'est comme à la fin des années 2000, début 2010. Ah ouais, c'est parce que là, il y a tous les spin-offs. Il y a un On 2, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est avec les Conjuring. Ouais, c'est ça, Conjuring. Moi, ça me mélange à cause que c'est Patrick Wilson dans les deux. Ben oui, et James Wan aussi. Ouais, donc, okay. Il a comme délaissé Insidious pour aller vers la conjuration. Mais là, c'est pour ça que je suis mêlé, parce que là, c'est Sony Pictures. Okay. Et c'est Patrick Wilson, donc, qui va réaliser le film en plus, donc première réalisation. Puis donc on retrouve cette famille-là et leur garçon, donc 10 ans plus tard, qui s'appelle Dalton, dont on se souvient dans le premier film, pour ceux qui ont peut-être vu, la franchise était tombée dans une espèce de coma, pris dans un monde parallèle avec des entités maléfiques et tout ça. Puis au fil de la série, on se rend compte que la famille a certains secrets, tout ça, liés avec cette malédiction-là. Donc honnêtement, moi, c'est une série de films que j'avais bien aimé à l'époque. Là, ils vont enfin tout nous révéler, les secrets. Est-ce que tout va être révélé? Est-ce que la porte va être ouverte pour une autre suite? Potentiellement, si ça marche bien. Mais non, mais sérieux, dans les dernières 10-15 années, là, c'est une des bonnes franchises de films d'horreur que je trouvais vraiment bien fait. Puis en même temps, on jouait sur les lignes du temps parce que les films se passaient pas nécessairement de manière chronologique. Fait qu'il y avait quand même des choses intéressantes à voir. Donc, sorti le 7 juillet, pour ceux qui s'intéressent au film d'horreur, je pense que ça promet. Ouais, on est dans le horror flick un peu, là, en sortant en juillet. Une suite de. D'ailleurs, ça a été devancé, parce qu'à l'origine, il devait sortir en septembre. Donc, pour moi, ils ont vu une fenêtre s'ouvrir. Puis, il n'y avait peut-être pas de film d'horreur, justement. Là, donc, ils veulent occuper un peu ce marché-là, parce qu'on sait que depuis quelques années, là, ça fonctionne bien, là, le succès des Scream et tout ça. Donc il y a, peut-être qu'à ce moment-là, mais il y a quand même pas mal de films d'horreur tout au long de l'été. Il y a le Boogeyman 2 juin. Ouais, juin. Mais c'est ça. Ça le 7 juillet. Talk to Me est un peu plus indépendant fin juillet. On parlait la semaine dernière du dernier voyage du Demeter qui est début août. Fait qu'il va quand même en avoir aux 2-3 semaines. Mais oui, certains plus forts que d'autres. C'est ça, là. Fait que, à suivre. Je pense. T'avais-tu autre chose? Non, c'était tout. Juste ces deux-là. Avant d'attaquer les nouveautés de la semaine, on est vraiment plus bref, tant mieux que la semaine dernière.
Je l'ai fait en fin de semaine avec mes amis, le fameux marathon de John Wick. D'accord. 4 John Wick en une journée. OK, bravo. C'est un peu craqué mental quand même. Là. À la fin, tu devais être un peu surchargé de quand même. Ben, c'est surtout, sur le coup, tout va. Ça me rappelait des choses. Il y en a plusieurs, le 2, le 3, ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. T'sais. Puis moi, je l'avais déjà vu, le 4, on l'avait vu ensemble. Fait que j'étais content comme de le regarder sous un autre angle, mettons, en sachant ce qui allait arriver. T'sais. Puis... mais c'est le lendemain, là, tout était flou, là, je savais plus qu'est-ce qui était quand. Du coup, il était dans quel film? Puis, tu sais, avec mes amis, là, ceux qui fallait qu'ils gèrent leur famille et tout, fait que on a dit, ben garde, samedi, c'est ça qu'il donne. On a commencé assez tôt parce que... À quelle heure? Ben, on a commencé à comme 10h30 le matin. OK. C'est un peu plus tôt que le temps réel que ça prend, mais c'est parce qu'il y a un gars qui fallait qu'il parte. Fait qu'il voulait en manquer un, mais il voulait pas manquer le premier. Okay. Fait qu'en tout cas, il voulait juste manquer le deuxième. Des histoires de pool de hockey et tout. Fait que il est revenu pour le 3. Ben, ce que ça a fait, c'est qu'on pouvait aller prendre une petite marche d'une demi-heure entre les deux. Il faisait quand même très beau, là, en tout cas, à Québec, samedi passé. C'était un peu niaiseux. Mais c'était moins pire que quand on l'avait fait avant le 3 en 2019, je pense, quand il était sorti. Parce que lui, il était sorti en mai. Fait que c'était comme... Il faisait genre 25 degrés, puis là, on s'enfermait. Tandis que là, il faisait beau, mais comme... 12-14 degrés. Ouais. On n'aurait pas été en short à tondre le gazon. Là, fait que non, on prenait des petites marches, mais ça faisait longtemps que j'avais pas commencé à m'ouvrir une petite bière à midi, puis prendre des jujubes toute l'après-midi, puis tout. Là. C'était pas ma meilleure nutrition cette fin de semaine-là. Mais non, c'était cool de suivre l'évolution. On voit quand même beaucoup de différences dans les lieux, puis l'évolution dans le style de combat qu'ils font aussi. Le premier est très arme à feu, mitraillette, puis c'est à partir du deuxième qu'il y a plus de séquences vraiment de arts martiaux, ouais, c'est ça. Puis là, tous les caméos des différents personnages et tout. Fait que, non, j'ai pas eu ça. Mais en revoyant le 4, là, ça m'a vraiment juste sauté aux oreilles, puis je comprends pas pourquoi le personnage de Bill Skarsgård, le marquis, ils ont pas pris un Français pour le jouer. Parce qu'il n'y a pas tant de... Ben là, c'est pas des spoilers, là, mais il n'y a pas tant de séquences d'action l'impliquant. Fait que c'est juste quelqu'un qui fait semblant d'avoir un accent français quand il parle en anglais. Puis les quelques fois qu'il parle des mots en français, c'est horrible. Ouais. Fait que ça marche pour ceux qui parlent pas la langue, mais t'as une visée internationale avec ton film. Puis il y a plein d'acteurs français très connus puis tout à fait. établis qui auraient pu prendre. Là, ben, je pense toujours à Vincent Cassel, là, mais il commence à être peut-être vieux pour le rôle qu'il voulait y mettre, mais il y en a plein. Là. En tout cas, je trouve ça un peu paresseux de leur part. Ouais, c'est ça, peut-être. Ou puis au Marmaille, je sais pas. Ouais. Mais, Denis Ménochet. Ouais, c'est ça. Je pense que, en tout cas, c'est pas le même casting, là, mais ils font ce qu'ils veulent. On vous en parle, mais une porte s'ouvre peut-être du côté américain. Peut-être. À suivre dans quelques minutes. Et je suis autre film de la semaine. Je suis retourné voir Bungalow et j'ai toujours autant adoré ça. Et c'est juste dommage que je pense qu'ils vont avoir de la misère même à se rendre à 100 000 et plus, là, parce que malheureusement, le public n'est pas au rendez-vous. Mais tous ceux qui vont le voir adorent, trouvent ça super drôle, une comédie noire. Mais bon, c'est ça. Le public n'est pas là. Donc, hâtez-vous si vous voulez le voir en salle parce qu'il risque de quitter quand même l'affiche. Ouais, ben là, on arrive au mois de mai, il y a des blockbusters qui rentrent, les Gardiens de la Galaxie, plein de trucs. Fait que d'après moi, il reste une semaine ou deux. Voilà. Excellent. Donc, parlons de films québécois. Débutons donc avec cette grande sortie de Farador d'Édouard Tremblay. Ouais, je pense bien que c'est le film le plus attendu de l'année. Non, de la fin de semaine, tout le moins. Peut-être du printemps pour le film québécois. Je pense qu'on peut dire ça. De la saison. En tout cas, moi, pourtant, je joue pas à Donjons Dragons. J'ai pas des amis qui jouent tant que ça ou aux cartes magiques. Un peu, mais pas tant. Mais on dirait que mon actualité des médias sociaux, là, c'est que Farador, puis tout le monde en parle et beaucoup de curieux, du monde que je m'attendais même pas que ça les intéresse. Puis ils sont comme, ben oui, parce que Farador vient d'une série de courts-métrages qui s'appelait Tom et ses chums. Et il y a un des épisodes qui s'appelait La bataille de Farador où le personnage principal, qui était joué par Édouard Tremblay lui-même, retournait prendre une bière avec ses amis du secondaire qu'il n'avait pas vu dans l'histoire peut-être depuis 4-5 ans, puis il réalisait que les gars, ils faisaient juste continuer à jouer non-stop, fait qu'il
trollait un peu, si je peux dire. Là. Il niaisait dans la game de Donjons Dragons. Eux avaient les mêmes bonhommes. Lui était un voleur, puis il faisait plein de niaiseries. Puis là, arrivaient des gags qui ont peut-être mal vieilli, mais ça a quand même fait un des premiers vidéos virales, du moins pour le Québec, qui était même sur, je pense que c'était Google Vidéo ou un affaire de même, avant que YouTube existe. Puis là, vous pouvez le trouver sur YouTube, mais plein de personnes différentes ont mis la vidéo, qui ont chacun 1 million de views à peu près. Fait que ça appartient à l'Internet. Fait que de tous les films, puis c'était beaucoup dans la mode kino que Edouard faisait, ben c'est vraiment la bataille de Faradar qui avait le plus gros succès. Et il a fait son chemin de croix. Il a travaillé très longtemps pour écrire des scénarios, plusieurs versions, et essayer d'avoir un financement pour faire ce film-là. Et bon, ben ça s'est enfin fait. Ça a été tourné en majeure partie à Québec et ça s'appelle Faradar. Qu'est-ce que ça raconte? C'est une gang d'amis qui sont à l'aube de la trentaine, qui habitent ensemble, ils partagent une grande maison et depuis 18 ans, depuis leur début de leur secondaire, ont la même campagne de Donjons Dragons, donc avec un maître de jeu et les deux amis qui inventent des scénarios et des actions selon leurs personnages pour attaquer la forteresse de Faradar, le grand méchant, et libérer le peuple. Fait que ça fait genre 18 ans qu'ils jouent dans cette campagne-là. Et leur routine va être brisée quand la sœur de Charles, qui est le maître de jeu, revient de Belgique après une rupture amoureuse, s'installe avec eux et va pas semer la zizanie, mais plutôt provoquer son frère à mettre du changement dans sa vie puis avancer puis dire ben là tu peux plus être juste une espèce d'adolescent. Fait que cette espèce de phase charnière où c'est quoi être un adulte puis quand est-ce que ça commence là. Fait que tu sais, d'entrée de jeu, il y a tous les jeux de mots sont les bienvenus. Vous pouvez vous dire Donjons Dragons, j'aime pas ça, je connais pas ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est au-delà de ça, c'est le véhicule qui a été choisi ici, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça pourrait être genre faire du skateboard, puis tout le film pourrait fonctionner quand même, là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va alterner entre le monde réel et le monde de l'univers Faradar quand ils sont en train de jouer, qu'on voit leur quête, qu'on voit que c'est des gens, dans leur cas, qui comme beaucoup on voit en jeu vidéo, qui se trouvent plus intéressants peut-être dans cet univers fantastique, le réel, dans le fond, qui arrive à plus faire d'accomplissement. T'sais. Fait que je te passe la balle un peu, vas-y. Ben oui, tout à fait. Donc, comment j'ai? Je suis un petit peu perdu. J'ai pas nommé les comédiens, j'ai pas nommé rien. On peut nommer, il y a Éric Kaboulian qui est plus connu. Il est scénariste plus surtout. Scénariste, mais donc un premier grand rôle majeur pour lui, mais effectivement qui a co-scénarisé Plongeur, Viking, donc quand même. Ouais, puis ça c'est ceux pour lesquels on l'avait reçu, mais il avait fait aussi de Menteur. Puis Père en flic 2, je pense. Oui, effectivement. Catherine Brunet, qu'on retrouve, qui est peut-être le visage le plus connu là, parmi le casting. Donc, les deux autres, c'est Lucien Ratio puis Benoît Drouin-Germain qui font les gardes à Cannes puis Mordac. Là. Effectivement. Donc, moi, je reste une comédie aux accents un peu, fait penser un peu à Ricardo Troggi. Il y a un humour quand même assez bon enfant. Quand même des répliques assez piquées, là, quand même, un peu crues, puis tout ça, mais très, très réaliste, j'ai trouvé. Surtout dans la dynamique frère-sœur entre Catherine Brunet et Éric Kaboulian. Je trouve qu'il y a un naturel là, dans leur façon d'agir l'un envers l'autre. Et puis, écoute, considérant le budget, déjà pour un film québécois, c'est un film à petit budget. Je trouve vraiment qu'Édouard Tremblay, la production a réussi à bien recréer ce monde-là. Je pense même les moments les plus drôles, c'est quand ils sont dans le monde imaginaire de Faradar. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, si vous cherchez une comédie, c'est très léger, bon enfant, comme je dis. Moi non plus, je suis pas du tout un gars qui joue au jeu de rôle, mais on n'est pas dans ce ton-là, comme tu l'as bien dit. Là, c'est vraiment juste le prétexte là, pour amener cette histoire-là. Donc, je pense que vous allez vraiment vous amuser. Et je pense que pour les fans, à juger la réaction dans la salle, comme moi je l'ai vu, moi j'avais vu que... Ouais, tu l'as vu en première. Ouais, c'est ça. Donc, ça riait beaucoup. Je pense que les gens avaient vraiment beaucoup apprécié quand j'ai suivi un petit peu là, les différentes critiques là, sur les réseaux sociaux aussi. C'était très positif. Donc, allez encourager, surtout pour les gens de la région, peut-être de la grande région de Québec. C'est le fun d'avoir aussi un tournage, un film qui se passe chez nous. C'est rare. Donc, je lève mon chapeau d'ailleurs à la production Parallax
Sonia Despart et Marc Biron qui se battent pour faire des productions de chez nous, Édouard Tremblay de Québec aussi. Donc, c'est toujours quand même agréable de voir un petit peu notre coin de ville sur les écrans. Ben, en plus, en fait, tous les principaux viennent de Québec. Pas Catherine, par contre, mais c'est juste que c'est ça. Je pense que Benoît, Lucien et Eric habitent à Montréal maintenant, mais ils viennent de Beauport, puis de Québec, puis d'auto aussi. Puis, tu parlais du tournage, là. La maison, là, est quelque chose de... c'est un bijou là, très singulier. Puis, à part rajouter des armes, puis des épées en mousse, puis des affaires sur les murs, c'était déjà en tapis. C'est une maison très bizarre avec la poignée en plein centre. Il y a un gag avec ça au travers du film, mais ça, c'était juste déjà là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait discuté, on avait fait la tournée promotionnelle, ben, pas toute la tournée, là, quelques événements avec eux, notamment dans les Comic-Con. On vous en avait parlé l'an dernier, puis au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Fait que c'était juste des panels où on discutait du film devant les gens puis du tournage pour mousser l'éventuelle sortie. Fait que c'est pour ça, comme on avait déjà fait tous ces événements-là, on n'a pas rencontré l'équipe là, suite à la sortie du film parce que là, à un moment donné, on les sait, les histoires, là, fait que reposer des questions encore et encore. Mais notre épisode qu'on avait sorti en juillet 2022, fait que si vous remontez dans le feed du balado, vous pouvez le réécouter, il est encore super pertinent. On parle beaucoup du processus de casting, de tournage, des lieux. Les scènes de château sont allées les tourner en France. C'est une coprode avec la Belgique, mais finalement, en tout cas, c'est en France que c'est fait ce tournage de ces scènes-là avec des vrais châteaux médiévaux conservés et tout. Fait que ça, c'est super cool. Il parle beaucoup de cette partie-là, le combat à l'épée aussi, parce que là, ils sont en personnage à ce moment-là. Fait que des cours de combat qu'ils ont fait avec des espèces de passionnés qui recréent des événements médiévaux puis qui disaient « Non, fasse-moi plus fort! » Puis, t'es comme « OK! » Fait que c'était vraiment surréel. Là, on se souvient que Catherine Brunet, elle, quand elle a su qu'il y avait eu un financement pour Faradar, elle a appelé son agent ou agente, puis elle a dit « Tu me trouves un rôle là-dedans. Là. Je peux pas ne pas jouer dans ce film-là. J'ai tellement trippé sur le court-métrage, puis ça m'a tellement marqué et fait rire et tout. » Ah oui, puis elle, Le Seigneur des Anneaux fait partie de ses films préférés. Elle adore ce monde-là, donc c'est effectivement un rêve pour elle là, de pouvoir incarner une elfe dans le film. Ouais. Mais oui, on sent le plaisir que les comédiens ont eu lorsqu'on les avait rencontrés et tout ça. Donc, parce que c'est vrai que c'est rare qu'au Québec, on fait ce genre de film-là, tout d'abord, donc d'avoir des comédiens, de pouvoir mettre des armures, aller se battre, aller tourner dans des endroits comme ça, là, c'est une opportunité d'une vie, là, effectivement. Exact, puis tu sais, tout le succès que le film va réussir à avoir, j'ai vraiment de la misère à essayer d'estimer, selon mes humbles connaissances, combien va faire ce film-là. Tu sais, c'est général déconseillé aux jeunes enfants, là, parce qu'il y a quelques blagues sexuelles, puis des sacres un peu à gauche puis à droite, là, mais... vous connaissez vos enfants, là, mais un genre de 9 ans et plus, c'est sûr que c'est bien correct. Là. Ben oui, tout à fait. Ils ont vu pire, c'est certain. Voilà. Ouais, surtout, dans le temps, on disait juste en écoutant les films à TVA, TQS, mais à cette heure, traîne sur YouTube 2 soirs en ligne, puis tu vas avoir vu pire, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça, j'ai de la misère à estimer combien il va faire, mais s'il y a moindrement un bon succès, c'est sûr que pour toutes les... comment on dit ça, là, mais tous les paliers administratifs qui octroient les instances gouvernementales qui donnent les subventions et toutes ces affaires-là, ça va dire OK, le film de genre peut marcher. Parce qu'il est souvent arrivé des idées de films de genre comme en horreur, là, un peu fantastique. Il y avait eu Le Poil de la Bête il y a une couple d'années, mais tu sais, c'est comme... je l'ai pas vu, mais je le sais que ça a été pas très bien reçu finalement, mais je pense que c'était comme une idée intéressante, mais on met beaucoup de budget sur le film se plante, fait qu'on dit on le savait qu'il fallait pas le faire, fait que ça va reprendre 10 ans avant qu'on redonne l'argent à des films d'horreur, des films fantastiques, des trucs un petit peu plus audacieux dans leur... Mais c'est juste dans le contexte, parce que comme on dit, c'est une comédie, je dirais quasiment même pas comédie dramatique, c'est comédie, non, là, c'est ça. Oui. Il y a des éléments de drame, mais c'est pas traité comme un grand drame lourd. Là. C'est l'émancipation des jeunes hommes l'un envers l'autre à la sortie de ça, là, de qui ils sont vraiment et tout. T'sais. Puis j'aime beaucoup la dynamique des personnages de Benoît puis Lucien. Là, fait que Guillaume puis Louis, je pense qu'ils s'appellent. Là. Fait que vraiment un qui veut prendre le contrôle sur l'autre, qui veut pas se retrouver seul, fait qu'il il met un peu comme un faire-valoir, mais tu sais, je reconnaissais bien ce look-là que j'ai peut-être déjà été un peu de même, mais le look vestimentaire, là, un petit peu off-tone. Tes vêtements sont corrects, mais sont un peu nazes en même temps, finalement. Puis
C'est ça. Fait que les gars qui passent trop de temps ensemble, plus que ce qu'ils devraient peut-être finalement. T'sais. Donc, Faradar, faites-vous plaisir. Si vous avez le goût de rire, c'est la comédie pour vous à voir au cinéma. Est-ce que tu veux rester dans le fantastico-étrange? Ben oui, tout à fait. J'allais dire, si vous voulez rire, mais peut-être rire jaune, il y a Beau is Afraid de Dari Aster. Ouais, que vous pouvez trouver également sous le nom de Beau à peur, mais qui n'est pas disponible en version française, en anglais ou en sous-titré français, avec Joaquin Phoenix, Amy Ryan, Nathan Lane et plein d'autres personnes moins connues du public. Ben, c'est drôle aussi, alors que Faradar était tourné à Québec. Ouais. Beau is Afraid, production américaine, mais tourné à Montréal. Fait que, qu'est-ce qu'on suit ici? C'est le personnage de Joaquin Phoenix, film assez difficile à décrire. Et d'entrée de jeu, je dirais, Ari Aster, vous le connaissez peut-être pour Hereditary ou Midsommar. Fait que des films d'horreur, du elevated horror qu'on appelle. Fait que des films nichés, bien léchés, pas dans la formule d'un slasher ou du plus horror flick. C'est pas ça ici. Si vous pensez que ça va être un film d'horreur, non. C'est un film cauchemardesque à sa façon. On va en discuter, mais c'est pas un film d'horreur. C'est plus un espèce de conte fantastico étrange. Dramatique noir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, on va suivre c'est une espèce de un quarantenaire solitaire joué par Joaquin Phoenix qui est sujet à beaucoup d'anxiété et de paranoïa, qui vit dans une ville pas post-apocalyptique, mais très étrange. Dans un quartier bizarre de Los Angeles. C'est ça. Ouais. Ben, ouais, ça se passe à Los Angeles. Je me souviens plus si ça le disait, mais en tout cas, c'est un coin de Sainte-Catherine qu'on a trashé un peu, où le monde se bat pour des télés, puis il a vraiment peur pour sa vie constamment. Et il est supposé aller chez sa mère dans une autre ville en avion pour un anniversaire. Finalement, il y a un problème, il se fait voler ses clés, il peut pas y aller. Fait que là, il décide de... C'est comme une grande quête sur comment je vais faire pour aller chez ma mère un peu à temps. Puis il y a plein d'embûches le long de son passage dans ce film de 3 heures. Oui. 2h59. Fait que c'est... le film a beaucoup de qualités, il y a certains défauts, mais une chose à savoir, comme je dis, c'est pas un film d'horreur, puis je dirais que c'est un film pour les amateurs de cinéma. Conceptuel. Ouais, c'est ça, de concept. Il y a beaucoup d'idées cachées, de réflexions à faire après le film. C'est pas non plus super poétique avec juste des images floues, puis un peu à l'Arbre de la vie de Terrence Malick ou des choses comme ça. Là. C'est plus straightforward à suivre l'avancement de son aventure. Mais définitivement, ça va pas plaire à tout le monde. Puis c'est un film de genre. Oui, moi, écoute, je dirais le film est en 2 temps, où la première moitié, on est plus dans cette comédie noire un peu à la Spike Jonze, dans un univers un peu éclaté comme Being John Malkovich ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Après ça, on vire dans du drame quand même plus intense, plus noir. Plus introspectif. Oui, introspectif. On pourrait être dans le Darren Aronofsky, là, dans ces univers-là, surtout Mother. Là. Donc, sachez-le d'avance. C'est un film qui déstabilise. Je dois avouer qu'Ari Aster est un spécialiste du genre dans ses 2 premiers films. Il nous réussissait vraiment à nous présenter des choses, auxquelles on ne s'attendait pas. Midsommar encore plus. Mais je crois que Midsommar était peut-être quand même un peu plus abordable ou plus... classique. Ouais, c'est ça. On arrivait quand même à une certaine finalité, ou en tout cas, alors qu'ici, on est vraiment dans une histoire éclatée qui peut sembler tourner en rond, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qui s'assume pleinement, parce que dans le fond, on sait que le personnage souffre d'une maladie mentale, et c'est un peu son regard qui nous présente tout le long, donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'il nous présente. C'est la réalité ou c'est ce que lui perçoit? C'est lui ce qu'il perçoit, mais sans jamais basculer d'un monde ou l'autre, donc il reste toujours dans cette mise en scène-là. Donc, c'est assez déroutant. Là. Puis plus ça va, plus tu perds tes repères comme le personnage, là, on peut dire ça. Et puis, fun fact quand même, c'est basé sur un court-métrage. J'ai trouvé ça, donc de 2011, qui s'appelait Beau. Et c'est vraiment la première séquence du film qui a servi dans le court-métrage, qui s'est servi de ça pour son long, où tu as le personnage de Beau qui est prisonnier un peu justement dans son appart, perd ses clés, va se mettre un peu à disjoncter, là, imaginer plein de choses. Fait que ça tourne autour de ça, puis finalement, il
construit vraiment une histoire plus intéressante. Mais je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des extraits puis quelqu'un qui en parlait un peu. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et c'était avec un acteur afro-américain qui était dans le rôle titre. Fait que complètement allé ailleurs dans le casting ici. Ce qui est drôle quand même aussi, c'est qu'il y a deux visages québécois assez connus qu'on retrouve. Donc, Emmanuel Schwartz et Théodore Pellerin. Donc, clignez pas trop des yeux, vous allez lui apercevoir. Ouais, puis qui parle même pas. Théodore, je pense qu'il y a une réplique à un moment donné. Il y a Manuel Tadros qui, lui, aussi, est un caissier de dépanneur, là, un commis. Mais ce qui est intéressant quand même, Ari Aster, que je souligne d'aller complètement ailleurs, mais il y a quand même une certaine filiale dans tous ces films avec ces thèmes là, qui abordent donc santé mentale, beaucoup le deuil dans Héréditaire, Midsommar ici aussi, le lien maternel, l'espèce de... Ouais, c'est très oedipien, freudien. Fait que il y a vraiment son univers en place qui là traite juste d'une autre façon. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Moi, je dois avouer que c'est pas mon préféré des trois. Mais je salue son audace si vous voulez vraiment juste vivre une expérience, parce que je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut dire comme Midsommar. Je me rappelle d'être sorti de là puis j'étais pas certain est-ce que j'aimais ça ou pas. Et ça m'a hanté l'esprit pendant plusieurs semaines. Mais c'est une expérience cinématographique. Ça se compare à rien. Beau is Afraid, même chose. Ouais, mais c'est super beau. C'est techniquement. Mais oui, c'est ça, c'est réussi. Ses plans, ses cadrages. Je n'ai pas noté qui est son directeur ou directrice photo, mais tout ça, c'est vraiment épatant. Puis c'est sûr que c'est 3 heures. À un moment donné, il y a un petit bout où j'étais tanné d'être assis dans ma chaise, mais je trouvais quand même qu'il y avait un effet d'entraînement, moi, dans le film. Joaquin Phoenix est assez énigmatique là-dedans. Il est très investi dans ce personnage-là, il s'apparaît, mais c'est un personnage qui c'est limite à être attachant quand même, parce qu'il est juste très bizarre. Mais lui, il a l'air de vivre dans un cauchemar, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, personne ne l'écoute, puis tout le monde il dit quoi faire, puis il le place, puis il le met à des endroits, puis il est toujours en réaction aux autres, il n'est jamais capable d'être à l'avant des choses parce qu'on le considère pas vraiment finalement. Là. Fait qu'il c'est ça, il est toujours décalé, en retard. Fait que oui, c'est ça, c'est cauchemardesque à sa façon ce film-là. J'ai l'impression que ça, c'est juste mon feeling. Je sais pas c'est quoi le budget du film, mais sûr que au nombre de décors, de lieux et d'endroits, ça a dû coûter quand même quelques dizaines de millions. Ouais, de ce que j'avais lu, c'était le film le plus cher produit par A24. Là. Ah donc, ouais, OK. Fait qu'on est peut-être dans les trentaines de millions, pas loin. Là. OK. Puis moi, je pense que avec le succès qu'il y a eu avec Héréditaire, qui était, si je me souviens bien, le plus gros succès d'A24 avant Everything Everywhere, une genre de 60aine de millions aux États-Unis. Midsommar, on a fait un peu moins, mais c'est quand même un gros succès critique et d'estime et tout. Je pense que c'était quand même une réussite financière. Fait que probablement qu'on lui a donné carte blanche. On a dit là, fais ce que tu veux, comme tu le sens, peut-être qu'ils ont dit moins de 3 heures, s'il vous plaît. Parfait, 2h59. Fait que, tu sais, c'est le film qu'il avait envie de faire. Un peu comme Damien Chazelle avec Babylone. Non, mais c'est le seul comparatif que je ferais avec ce film-là. Après, c'est 2 trucs complètement différents, mais de comme amuse-toi, puis là, peut-être qu'après, il va avoir des contraintes, il va peut-être s'enligner sur de quoi. Fait que je pense que, contrairement à Jordan Peele, mettons, qui fait à date 3 films d'horreur, puis je pense que son 4e, ça risque d'être ça encore. Il me semble qu'il avait annoncé quelque chose du genre. Il réfléchissait à l'idée, mais que ça allait être de l'horreur. Lui, il va ailleurs ici. Là. Je pense pas que c'est Aster a envie de juste faire du film d'horreur toute sa carrière. Là. Mais il doit en consommer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de codes utilisés là-dedans. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, on utilise un peu les codes du film d'horreur pour créer des tensions, mais pas pour faire peur, mais juste non, c'est pour ça. Il n'y a pas de jump scare, déstabiliser d'images qui vont vous hanter nécessairement. Là. Ouais. Mais il y a quelques séquences quand même assez spéciales. Donc, puis on vous parlait de Denis Ménochet tout à l'heure. Oui, donc, il y a un petit rôle là-dedans qui est quand même drôle. Je ne sais pas comment c'est fait, ce lien-là. Tu l'avais lu, ouais? J'ai oublié. Fait que j'avais lu puis j'ai oublié. Il l'a vu dans un film. D'accord. Je sais plus lequel. Puis il a dit c'est lui que je... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, simple de même, mais... Il joue un vétéran de la guerre plutôt traumatisé. Oui. Donc, petit rôle, mais quand même assez cocasse, là, surtout comme nous, francophones, évidemment, on le connaît plus. Pour les Américains, ça va rien changer. Ouais, puis il était comme dans 3-4 films cette année. Grosse année au Québec pour Denis Ménochet. Moi, ça me fait... Voilà, fait que c'est ça. Je pense que c'est, pour résumer, là, c'est un film qui parle à ceux qui aiment le cinéma puis être déroutés un peu. Ouais. Et mais il y a beaucoup de bien.
gardez-vous du temps après le film pour digérer puis en parler avec vos amis puis dire toi tu penses ça veut dire quoi ça puis cette scène-là puis cette affaire-là puis tu sais. C'est un film à discussion effectivement. Ouais. Et voilà. Dans le plus je sais pas comment dire, plus straightforward peut-être. Ouais, toujours aussi cauchemardesque, mais dans un autre ton. C'est vrai, finalement. On monte, Evil Dead Rise de Lee Cronin. Qui s'appelle au Québec en français L'Opéra de la Terreur Renaissance. C'est pas des acteurs, actrices très très connus. Non. C'est Lee Cronin, c'est aussi son premier long métrage. Et c'est lui-même qui a écrit aussi le scénario. Fait que c'est une suite spirituelle à toutes les Evil Dead et surtout dans la façon du 2013 à peu près, là, parce qu'on n'est pas dans le côté comique avec ceux de Bruce Campbell, de Sam Raimi. On est dans des hectolitres d'hémoglobine, puis des trucs super gore, une coupe de jumpscare, des maquillages plus réalistes d'une possession. Là, mais en tout cas, vous comprenez. Et ce qui est singulier ici, c'est que contrairement à tous les autres volets de la série, on est à Los Angeles. On n'est plus dans un petit chalet perdu. Et il y a une espèce d'entité maléfique réveillée par le livre des morts qui va perturber les retrouvailles familiales entre une mère célibataire avec ses enfants et sa sœur cadette qui revient de tournée musicale. Fait que c'est un genre de huis clos urbain qu'on pourrait dire. Ils sont pognés dans leur appartement au 13e étage en plus pour bien faire les choses. Puis, va arriver toutes sortes de dégueulasseries. Hein, effectivement. Donc, toi, je sais que c'est pas trop ton trip à je l'ai pas trop. Il est un peu body horror, mais pas trop pire parce qu'il est pas dans la torture tant que ça. Pas autant que les Hostel, mettons, ces affaires-là. Je pensais que ça m'aurait dégueulé, mais j'ai pas détourné les yeux de l'écran finalement. Là. Parce que la bande-annonce c'était quand même assez intense. Ouais, là. C'est ça. Ben là, si vous l'avez pas vu, je spoilerai pas certains éléments que tu dis « Oh, quand cette affaire-là va être utilisée, ça va m'écœurer. » Il y a eu quelques trucs que j'ai trouvé wash, mais j'ai été capable de supporter le film, ça va. Puis je te dirai la semaine prochaine si je vais avoir dormi en fin de semaine ou pas, ça devrait aller. Donc avais-tu vu les autres? J'ai vu les 3 premiers avec Bruce Campbell, mais pas celui de 2013, non. Que moi, j'avais beaucoup apprécié. Tu l'as réécouté cette semaine? Oui, je l'ai réécouté même hier pour me mettre dans le bain. Mais moi, j'avais bien aimé cette version de 2013 qui était vraiment un remake classique du premier Sam Raimi de 81. Te souviens-tu qui avait réalisé le 2013? C'était Fede Alvarez. OK, qui est dans l'horreur à Star. Oui, tout à fait. Lights Out ou des affaires de... Don't Breathe, je pense. Mais je vais peut-être te crinériser. Je sais que pour plusieurs, les premiers Evil Dead de Raimi des années 80, c'est comme des films cultes qui s'adorent. Moi, je ne suis pas un grand fan, même plus jeune. Je me dis, il y a toujours des plus grands dans ton entourage là, qui parlaient de... En tout cas, moi, c'était mon cas de film d'horreur. Là, l'Opéra de la Terreur, tu vas capoter ta vie. Puis, Massacre à la tronçonneuse. Puis là, j'ai réécouté. Ou de Shining. Il y avait comme un aura. J'écoutais ça à 9, 10 ans, 11 ans. OK, mais moi je trippais plus Freddy puis Jason. Là. Donc, fait que l'Opéra de la Terreur, puis même quand je les ai réécoutés il y a quelques années, je trouvais que ça a mal vieilli. Ça m'énervait plus qu'autre chose, puis c'est justement un ton comique aussi. On avait fait le top 5 horreur, là, je sais plus si c'est cette année ou l'autre d'avant, puis je t'avais dit, moi dans mon souvenir, Evil Dead 2, là, je le trouve vraiment le fun, puis tout, t'es comment? Puis tu checkeras ça, puis je l'ai réécouté, puis c'est vrai qu'il crie tout le temps. Il fait juste crier les méchants, les specs, puis tout. Crie, rit fort, même le son sature, genre, et tout. Fait que je suis comme, OK, il y a de quoi d'agressant dans le film. Vraiment. Plus qu'épeurant. Alors que dans le remake de 2013, on était ailleurs beaucoup plus sérieux, très, très graphique aussi. Donc, même s'il n'y a pas de lien, on spoile rien, là, mais ce nouveau film-là ne partage rien autre que le livre des morts qu'on retrouve. Là. Fait que c'est pas grave si vous n'avez pas vu le remake de 2013. Moi, j'ai trouvé que c'est une belle réinterprétation de tout cet univers-là, parce qu'on reprend un peu les mêmes séquences, les mêmes scènes classiques, là, avec celle dans la forêt avec les lianes, puis évidemment la fille qu'on enferme dans la cave et tout ça, mais là, juste remanié dans ce nouvel environnement-là urbain, dans un édifice. Et je trouvais que c'était bien conçu, c'était brillant là, comme approche. La fameuse caméra de Sam Raimi là, qui se plante, qui arrive de nulle part, mais qui va vers les humains, vers les le démon qui sort de nulle part. Donc, fait que si vous aimez les films d'horreur assez intenses, avec du sang, beaucoup d'hémoglobine, vous ne serez pas déçus. Là. Écoute, le visa était
pas sorti encore. C'est très bizarre. C'est 16 ans, j'espère que c'est 16 ans au Québec. Celui de 2013 était 16 ans et plus, mais j'ai pas vérifié ce matin, mais toute la semaine, en tout cas, on l'attendait puis il était pas sorti encore. Mais là, je suis pas mal sûr que oui, là, sinon ça serait une erreur de jugement. Puis écoute, il y a même un petit clin d'œil aussi à The Shining, donc on revisite la fameuse séquence de l'ascenseur. Et puis, non, écoute, moi j'ai eu du plaisir. Les comédiennes sont très bonnes aussi, les deux principales. Les jeunes aussi. Tu sais, des fois, les ados, jeunes enfants, là, ça peut être make or break, là, des fois dans ce genre de film-là, mais je trouvais que c'était parfait. C'était bien écrit aussi, donc j'ai hâte de voir. Puis, je pense que ça dit dans le titre, mais dans le film aussi, qu'il y a une ouverture à continuer peut-être cette nouvelle incarnation-là de l'univers. Là. Donc, Sam Raimi, d'ailleurs, s'était montré très ouvert aussi à poursuivre. Il est encore producteur. Oui, encore producteur, puis tout ça, donc maître un peu de cet univers-là. D'ailleurs, ça a été assez long, parce que ça, l'original, c'est même 2013, ça fait 10 ans. Oui. Mais ils avaient planché sur différentes idées, dont une qui aurait pu être intéressante, parce que dans le fond, ils voulaient faire une suite. Une double suite, donc une à Army of Darkness, qui était le 3e volet classique. Ouais, où il allait dans le temps médiéval. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le seul qui détonne un peu de tout cet univers-là. Donc, avec Bruce Campbell dans son rôle de Ash, et faire une suite au film de 2013 avec le même personnage, Mia, qui survivait à la fin, et qui se croise dans un autre film, ou peut-être dans le Evil Dead 2, donc il y aurait comme... donc, Ash aurait peut-être été reprojeté dans le monde d'aujourd'hui. En tout cas, bref, ça n'a pas eu lieu. Finalement, ils ont écarté cette idée-là pour arriver avec complètement quelque chose de nouveau. Mais donc voilà. Puis juste, je lisais sur les comédiens et comédiennes, puis là, parce qu'ils ressemblaient tous à du monde que j'avais vu ailleurs, mais c'était pas eux. Il y en a Alyssa Sutherland a l'air de Bryce Dallas Howard. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais que c'est pas elle. Puis c'est une des plus connues. Elle a joué dans la série Vikings, elle, et des trucs comme ça, mais toutes les autres, là, Lily Sullivan qui fait Beth. Non, mais c'est vrai qu'un visage un peu familier, mais et d'ailleurs pour les fans de Bruce Campbell, donc si vous voyez la version originale anglaise, donc il y a un petit caméo, on le voit pas, mais on l'entend, donc c'est lui qui fait la voix du prêtre qui récite sur les disques. Ça, ben oui, une voix ténébreuse de même. Okay. Donc voilà, alors évidemment, on pouvait pas s'empêcher de le remettre, de le faire revenir d'une manière... T'avais-tu écouté la série Ash vs. Je n'ai jamais... Non, c'est ça, j'ai pas vu. Je l'avais commencé, je pense que j'ai écouté une saison, puis c'est ça, j'écoute plus de séries. Fait que est-ce que ça avait vraiment un lien avec l'ancienne série ou c'était... avec les films? Oui, avec Army of Darkness ou... Ben, je pense que je me souviens plus, mais je pense que c'est le même personnage. Ou y est-tu Bruce Campbell là-dedans? Ouais, je pense que c'est plus comme tous ces autres films là, il est Bruce Campbell, où il est un personnage qui est un acteur de série B. Là, tout est très méta, lui, dans ce qu'il fait souvent. Là, qui se retrouve, je sais plus trop pourquoi, pogné à gérer ça. Ou peut-être qu'il était le même personnage, mais rendu... c'est trop flou. Ça fait quand même genre 6-7 ans là, que j'écoutais ça, il me semble. Fait que, non, je me souviens que c'était sympathique, mais je pense que c'était des épisodes assez courts. Je pense que c'était des demi-heures. Plus sûr. Fait que ça... C'était des blagues. Là. C'était surtout drôle et un peu dégueu, là, les classiques sorcières, mais du monde qui court après. Le Necronomicon est comme un peu en vie. Il y a plus des grandes sorcières, des affaires comme ça qui essayent d'avoir des grands plans. Fait qu'il faut qu'ils mettent fin à ça, aider de genre 2 adolescents, là, quelque chose de même. Fait que c'est sympathique. Là. Je pense que c'est une série qui parle beaucoup aux fans, là, le public très ciblé. Là. Voilà. Dans les autres sorties de la semaine, il y a une espèce de comédie dramatique fantastique animée. Soul aveugle, femme endormie. En fait, Souls aveugles, si je fais ma liaison. De Pierre Foldès. C'est une coprode France-Québec, Luxembourg, Pays-Bas, là, plein de pays de francophonie. Assez difficile à décrire, mais on est à Tokyo quelques jours après le tremblement de terre et le tsunami qu'il y avait eu en 2011. On va suivre principalement 3 personnages. Il y a Kyoko qui va quitter subitement son mari après avoir regardé en boucle des images du désastre puis du tremblement de terre, a décidé de laisser son mari. Donc, son mari, lui, Komura, il est un peu tout désemparé de ça. Il va prendre une semaine de congé puis faire un voyage dans le nord du pays pour aller livrer une boîte mystérieuse à 2 jeunes femmes et son collègue de bureau, Katagiri, qui est un espèce d'agent de recouvrement qui vit tout seul, qui a une vie un peu misérable, va rentrer chez lui un soir puis il va avoir une grenouille géante de genre 2 mètres qui va lui demander de l'aide pour sauver Tokyo d'un autre tremblement de terre. Okay. Fait que d'où vient cette histoire-là ou ces histoires-là?
C'est des différentes nouvelles de Haruki Murakami, pardon. Puis je savais pas c'était qui cet auteur-là. Je suis pas tant féru de littérature ni de littérature japonaise. Mais c'est lui qui a plein d'histoires et de nouvelles qui ont été adaptées au cinéma, dont Burning il y a quelques années et Drive My Car. C'est ça, le nom me disait de quoi. Ah ouais, d'accord. Ce qui était drôle avec Drive My Car, c'est que c'était une nouvelle qui avait fait un film de 3h10, genre, enfin de même. Là. Est-ce qu'on est dans ce ton-là? Pour ce film-là, c'est un peu plus court? Non, ben ça dure comme 1h40. Okay. Là, c'est un film d'animation quand même, fait que ça a des limites. Mais dans le fond, ce que Pierre Fordyce a fait, c'est que le film s'appelle Souls aveugles, femmes endormies parce que c'est la première histoire, là, la première nouvelle qu'il a adaptée. Mais il y a un recueil qui s'appelle Souls aveugles, femmes endormies, mais c'est pas juste des histoires de ce recueil-là. Il a pris plein de recueils différents. Il a ramené 6 ou 7 nouvelles. Puis là, de version en version, il est présenté d'une manière différente. Puis il a fini par trouver le fil conducteur, c'est des wake-up calls. C'est comme des événements majeurs qui font que tu dis Colin, je suis en train de vivre la vie que je veux vivre. Pourquoi je suis en train d'être ça? C'est ce à quoi j'aspirais. Fait qu'il a tout remis ça autour du tremblement de terre. Fait qu'il a fait comme ces espèces de chassés-croisés. C'est pas... c'est un film choral à sa façon, mais ils vont pas nécessairement tout finir ensemble. C'est plus que tu comprends d'où ils partent. Souvent, les films chorales, c'est plus la surprise à la fin, je trouve, d'expérience. Son frère et sœur, mais là, tu le sais dès le départ et tout. Fait que, c'est très, très poétique à sa manière. C'est beaucoup des espèces de discussions que tu comprends le sous-texte, mais que le sous-texte va pas être dit. J'ai trouvé ça vraiment captivant, super intéressant, cette espèce d'élan, la grenouille géante là, qui demande de l'aide. C'est weird, mais c'est pas si weird que ça. C'est pas dans les conversations. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus que, mettons, un fumée fait tousser là, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un film d'animation pour adultes. Là. C'est assez niché quand même, là, veux pas. Là. Le film avait été présenté à Annecy. Il avait gagné un prix, il me semble. Pas le grand prix, mais peut-être prix du public ou quelque chose comme ça. Qui est Annecy, le plus gros festival de cinéma d'animation. C'est une technique d'animation qu'a inventé Pierre Fordyce. C'est un artiste multidisciplinaire. Il fait la musique du film. C'est un peintre également. C'est un musicien en général. Il fait tout. C'est un artiste. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé des gens pour faire toutes les scènes, mais dans des décors faux, là, juste blancs avec des repères, des marqueurs, quasiment du green screen. Puis après ça, ils ont modélisé des visages 3D sur comment ils voulaient les personnages. Il a joint ça ensemble. Fait que dans le fond, il a fait un peu du motion capture, semi. Puis ils ont tout remis ça un peu en 2D finalement. Fait que ça fait un genre de rotoscopie, mais c'est pas purement de la rotoscopie. Ouais, j'ai trouvé ça super beau, puis il focus beaucoup sur ses personnages principaux. Fait que souvent, les personnages, les figurants un peu, vont être comme en semi-transparence, parce que pour dire comme, occupez-vous pas de ceux-là, l'histoire se passe ici, suivez-moi. Fait que, non, j'ai trouvé ça très captivant comme film. C'est un rythme assez lent, évidemment, mais autant avec la musique comme l'histoire de celui plus avec la grenouille et tout, à un moment donné, on tombe dans quasiment des codes d'espionnage, d'autres que c'est plus romantique, d'autres que c'est plus énigmatique. Il y a peut-être juste l'horreur qu'on touche pas. Fait que c'est des discussions très humaines, mais il n'y a pas de morale nécessairement au film à tout ça. Là. Il y a un but là, dans l'histoire, mais je sais pas. C'est peut-être juste de prendre conscience de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais c'est pas un ton moralisateur envers le spectateur. Voilà pour Souls aveugles, femmes endormies. Et il y a le biopic Chevalier de Stephen Williams, qui est surtout connu pour avoir réalisé énormément de différentes émissions de télé, épisodes de plusieurs séries, mais là, c'est la première fois qu'il fait un long métrage. En 1745, né en Guadeloupe, Joseph Bologne, qui est le fils illégitime d'une mère esclave et d'un père propriétaire de plantation. Sauf que c'est le petit, il est très doué au violon, fait que son père va l'envoyer en France dans une école pour qu'il ait une éducation noble, fait qu'il va payer pour ça, fait qu'il est comme, c'est ça, semi-reconnu que c'est son fils, mettons. Là. Fait que là, c'est très rare un enfant ou quelqu'un de noir dans l'aristocratie comme ça. Fait que... Ça crée des émois. C'est ça. Fait qu'il est super bon au violon, c'est un bon compositeur. Il apprend même des cours d'escrime, fait qu'il devient un excellent combattant là, à l'escrime. Là. Et il va avec tout ça et avec toute
la haute classe se retrouver à être dans un genre de protégé, un familier, en fait, là, comme un vampire, finalement, pour Marie-Antoinette. Et elle va le nommer Chevalier de Saint-Georges. Et fait que ici, ce qu'on se concentre dans l'histoire, c'est qu'il va faire une compétition pour avoir le poste de directeur musical de l'Opéra de Paris. Il va challenger Christophe Gluck à composer chacun un opéra. Puis celui qui va être jugé le meilleur opéra par des professionnels de l'industrie aurait le poste. Puis Marie-Antoinette est comme, oui, faites ça, ça va être le fun. Mais tout ça est au milieu, là, on est dans les siècles des Lumières, puis on est sur le bord de la Révolution française, parce qu'on connaît tous le funeste destin de Marie-Antoinette, alors qu'eux jouent à faire ça. Mais le peuple a faim. Le peuple est pas content. S'en fout un peu des opéras, je pense. Voilà. Fait que le personnage de Chevalier de Joseph Bologne est joué par Kelvin Harrison Jr., qui a joué entre autres dans Cyrano. C'était lui qui faisait Christian. Fait que genre autre film de cap et d'épée à sa façon. Dans Waves, It Comes at Night, c'est un visage de plus en plus familier. Il y a Lucy Boynton qui joue Marie-Antoinette et Samara Weaving également qui a un rôle principal là-dedans. Et dans l'approche, est-ce qu'on est plus à la biographie romancée, très disneyenne, où on est... c'est pas Disney, c'est Fox Searchlight. Fait que maintenant, ça appartient à Disney, mais on n'est pas... c'est pas un film bon sentiment nécessairement. Mais oui, on tombe beaucoup dans la romance. Ici, c'est parce qu'il y a une relation d'adultère. Fait que là, comment tout ça va terminer. J'ai lu un peu sur l'histoire vraie de celui qu'on surnommait le Mozart noir. Oui, parce que c'est une histoire que je ne connaissais pas. Donc... évidemment, on a pris beaucoup de liberté. On s'est attardé à certains éléments plus particulièrement. Moi, il y a une chose qui m'agresse au plus haut point dans ce genre de production, puis je vais le nommer, c'est que ça se passe en France, là. C'est des Français, là. Mais tout le monde parle en anglais parce que c'est une production américaine. Puis on fait comme si on parlait français. Il y a même un moment, parce qu'il y a en tout cas des serviteurs qui se mettent à parler un autre dialecte, là, je sais pas trop. Puis là, il dit hey, we talk in French here, please. Vous êtes pas sérieux, là, vraiment, quand vous dites ça. Fait que je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange pas. C'est pas le premier. Il y en a plein des films de Tom Hanks qui fait semblant d'être un Allemand ou le Poursuite d'Octobre Rouge. On est tous des Russes, mais on parle tout en anglais. Puis moi, je trouve ça insignifiant et insupportable, ces affaires-là. Là. Mais bon, je l'accepte pour mes devoirs professionnels puis écouter le film. Là, mais c'est comme... Le film peut être américain, mais tournez-le avec des Français en France. Là. Ça va juste être votre production, puis c'est tout. Mais bon, c'est autre chose. Le film, d'ailleurs, n'est même pas disponible en version française. Là. Je pense que c'est plus au niveau du budget que Searchlight et Disney mettent dedans. Fait qu'il est disponible en sous-titré français. Il y a quand même de quoi de très beau dans ce... Est-ce que la reconstitution est intéressante? C'est bien amené? Oui, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, là, je dirais. Là. Elle passe. Et le personnage justement de Chevalier de Saint-Georges avait été traité dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola parce qu'il était le professeur de clavecin de Marie-Antoinette. Donc on le voyait dans le film. Oui, un petit peu. Il n'était pas au sujet de l'intrigue, mais c'est ça. Il y a plusieurs rumeurs parce qu'il était vraiment proche d'elle. Je pense vraiment pas que c'était son amant. Là. Je pense pas que c'est ça l'idée ici. Là. Puis, mais ça paraissait mal à m'amener parce que c'est quand même un homme de couleur. Fait que on dit autre temps, autre mœurs, là, mais bon, ça a quand même beaucoup changé positivement depuis. Fait que sur toile de fond, c'est ça, de révolution et tout. Fait que ça a difficulté à s'établir dans le monde, puis à m'amener voir des difficultés financières également, des choses comme ça. Fait que, c'est ça, réalisation assez classique. Pour ça, ça avait été présenté au TIFF, donc au Festival de Toronto, en septembre dernier. Et ça prend l'affiche maintenant. Fait que, je pense pas que c'est le Searchlight qu'on va retrouver aux Oscars l'an prochain. Peut-être des prix techniques, un peu plus. Mais Searchlight qui était comme, on a déjà parlé, mais le pendant de films de qualité de Fox à l'époque. Là. Donc, Fox Searchlight. Fait que Fox faisait les blockbusters puis les X-Men. Puis Searchlight avait les Three Billboards Outside Ebbing. Puis toutes les... le Mexicain qui fait des films... Alfonso Cuarón? Non, pas Cuarón, mais Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est tout avec... J'ai dit Mexicain, mais tu es espagnol? Je sais plus.
Je pense qu'il est mexicain. Bref, c'est tout avec Searchlight, tous ces films, souvent. Et la question, est-ce qu'il finit par composer Les Misérables ou Joe Poche? Je m'en excuse. Comment ça? D'accord, ça se passe près de la Révolution. Mais non, mais c'est... Non, je me suis même plus qui a composé Les Misérables. Non, je pense ça a été vraiment fait plus tard. Là. Dans les années 80. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, j'ai jamais vu Les Misérables. Je sais pas si son personnage serait là. Non. Il est mort, il s'est même pas rendu en 1800, là, lui. Il est mort en, je pense, 1799. Une affaire de même. Moi, il a vécu à peu près 60 ans. Ces années-là, Misérable, là, c'est le... Ben, vraiment, je pense l'arrivée de Napoléon au pouvoir, là, ou longtemps après. Mais bref, c'est un petit gag. Ah, ben voilà. Mais je n'étais pas assez érudit pour le comprendre. Mais on reste dans le bon vieux temps parce que ça conclut l'épisode de cette semaine. Mais la semaine prochaine, les 3 mousquetaires d'Artagnan vont prendre l'affiche. C'est un petit peu plus tard, par contre, les 3 mousquetaires. Non, ça se passe même avant. Ouais, c'est avant. Ouais, c'est Louis XIV. Oui, c'est Louis XIII. Louis XIII, joué par Louis Garrel, ici. Alors que dans le Chevalier, on suit Marie-Antoinette, mais c'est plus l'époque Louis XV, Louis XVI, éventuellement. Fait que les 3 mousquetaires se passent avant. C'est plus fin des 1600 quelques. Que t'as pas encore vu, mais que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai hâte qu'on en parle la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, contactez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui en reste encore avec Éric Bruno en couverture, et la nouvelle édition est partie sous presse avec Indiana Jones en couverture. Alors, spoiler ici. Fait que ça devrait arriver, je pense, la semaine prochaine pour le début mai sur les kiosques. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Ben, sur ça, on vous souhaite du bon cinéma, du bon popcorn, et puis on vous reparle la semaine prochaine.